On observe actuellement une augmentation régulière et parfois considérable du volume des jeux de données analysés. En météorologie, sur Internet, en génomique, il n'est pas rare d'avoir des millions d'observations mesurées des centaines de milliers, voire des millions de fois. On parle alors de big data ou en français de data mass ou de données massives. Les méthodes statistiques que nous avons étudiées pour l'instant sont peu appropriées pour ce type de données. De nouvelles méthodes ont été proposées, on parle de méthodes de data mining, ou de fouille de données, ou d'exploration de données en français. Et en réalité, ces méthodes de data mining sont assez anciennes. Les statisticiens d'autrefois les appelaient méthodes exploratoires multidimensionnelles. Nous pourrions y consacrer un MOOC à part entière. Nous vous proposons d'en avoir une ou deux, parce qu'elles peuvent être utiles, y compris dans l'analyse de jeux de données de taille plus réduite. Nous nous focaliserons sur un problème bien particulier, qui est la représentation graphique d'une matrice de corrélation. Une matrice de corrélation, c'est un tableau qui contient toutes les corrélations que vous pouvez calculer à partir d'une liste de variables quantitatives prises deux à deux. Par exemple, si vous avez le poids, la taille et le revenu d'un ensemble de sujets, vous pouvez présenter ces corrélations sous forme d'une matrice 3-3, avec poids, taille, revenu en ligne et en colonne. Bien entendu, la corrélation entre le poids et le poids vaut 1. Et de cette façon, la diagonale de cette matrice vaut 1. Cette matrice est symétrique. À l'évidence, la corrélation entre le poids et la taille, qui ici vaut 0,41, est égale à la corrélation qu'il y a entre la taille et le poids. Alors, deux questions se posent à propos des matrices de corrélation. La première concerne la nature des variables que vous pouvez inclure dans le calcul. À l'évidence, vous pouvez mettre dans une matrice de corrélation des variables quantitatives normales. À l'évidence aussi, vous ne pourrez pas mettre de variables purement catégorielles. Une variable catégorielle, c'est une variable qui n'est pas numérique, vous ne pouvez pas faire de calcul avec et donc pas calculer de corrélation. Mais qu'en est-il des variables quantitatives non normales, en particulier des variables binaires et des variables ordonnées? Alors à ce stade, il ne faut pas confondre le calcul de la corrélation, son interprétation de cette corrélation, avec les conditions de validité du test de nullité d'une corrélation. Nous avons vu précédemment que ces conditions de validité, c'était qu'au moins une des deux variables suive une loi normale. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le calcul d'une matrice de corrélation, nous n'envisageons pas de test. Et donc nous pouvons inclure dans ces matrices toutes les variables quantitatives que nous voulons, qu'elles soient normales, binaires, ordonnées ou toute autre chose. Alors on peut le faire, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on peut interpréter une corrélation entre deux variables binaires comme une corrélation entre deux variables quantitatives? Eh bien, en première approximation, la réponse est oui. Une corrélation, quand ça vaut 0, ça veut toujours dire à peu de choses près l'indépendance des deux variables, et quand la corrélation vaut 0,8, 0,9 ou 1, ça veut toujours dire que les variables sont très fortement corrélées. L'une explique beaucoup l'autre et réciproquement. Alors il y a des nuances théoriques. Il est vrai que une corrélation entre des variables binaires n'a pas des propriétés statistiques optimales. Et donc il faut les utiliser un peu avec prudence. Notamment, l'interprétation fine de la corrélation n'est pas exactement la même que l'interprétation d'une corrélation entre deux variables quantitatives normales. Mais tout ça sont des finesses statistiques. Quand vous voulez juste avoir globalement, à partir d'une matrice, toutes les relations qu'il y a entre toutes les variables quantitatives, qu'elles soient binaires, ordonnées ou quantitatives normales qui à votre disposition, vous pouvez calculer une matrice de corrélation. Un autre problème classique concernant les matrices de corrélation concerne la gestion des données manquantes. En effet, si vous calculez une matrice à partir de 10, 20 ou 30 variables, il y a fort à parier qu'il y aura une donnée manquante pour au moins une des variables. Alors, comment gérer cette situation? L'approche la plus simple et la plus classique, c'est que dès qu'un sujet a au moins une donnée manquante pour au moins une des variables, on enlève le sujet. De la sorte, vous avez un tableau de données tout propre, vous pouvez calculer les corrélations entre toutes les paires de variables sur le même échantillon, et ça a des propriétés statistiques particulièrement importantes. Ça a néanmoins un inconvénient de taille, c'est que
Si vous avez 30 variables et que chacune ont à peu près 10% de données manquantes, eh bien il est tout à fait possible qu'aucun des sujets n'ait aucune donnée manquante. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas calculer de corrélation. Alors, il existe une solution alternative, moins rigoureuse statistiquement. C'est de considérer que quand vous calculez la corrélation entre la variable A et la variable B, vous n'enlevez que les sujets qui ont des données manquantes pour A ou pour B. Si le sujet a des données manquantes pour la variable C, D, E ou F, peu importe, puisque vous vous intéressez à la corrélation entre A et B. Alors là, il y a un avantage immédiat, c'est que vous avez beaucoup plus de sujets pour calculer les corrélations. Il y a un inconvénient, c'est que le nombre de sujets pour calculer la corrélation entre A et B ne sera pas forcément le même nombre de sujets que pour calculer la corrélation entre C et D. Et ça induit des propriétés algébriques qui ne sont pas terribles pour votre matrice de corrélation. Donc vous aurez à choisir l'un cas ou l'autre en fonction de votre jeu de données et du nombre de données manquantes. Avec R, vous avez, avec la fonction core, deux options possibles. Use égale complete.ops quand vous enlevez tous les sujets qui ont au moins une donnée manquante. Et puis l'autre option, plus laxiste, qui est use égale pairwise.complete.ops. Mais nous reverrons ça plus tard. Alors, voyons maintenant en pratique comment faire pour calculer une matrice de corrélation avec R. Nous utilisons comme d'habitude l'étude santé mentale en prison. Dans un premier temps, nous sélectionnons les variables à inclure dans la matrice de corrélation, variables qui doivent être, comme nous l'avons vu, quantitatives, binaires ou ordonnées. Nous stockons ces variables dans un vecteur que nous appelons var, et ensuite nous appelons la fonction core. Les instructions de la fonction core sont d'une part le nom du fichier avec les variables sélectionnées, ici smp.l, le nom du fichier, et var, le vecteur des variables, et nous précisons l'option de gestion des données manquantes comme nous l'avons vu précédemment. Ici, nous utilisons en plus la fonction round qui nous permet d'arrondir les corrélations que nous allons obtenir. Voilà le résultat. Nous avons comme prévu une matrice symétrique avec des 1 sur la diagonale. Nous voyons ici qu'il y a une corrélation entre l'âge et le nombre d'enfants qui vaut 0,44 et une corrélation entre l'âge et l'évitement du danger qui vaut moins 0,04. Au-delà de ça, il faut bien reconnaître qu'il y a tellement de valeurs numériques qu'il est un peu difficile d'avoir une vision globale de toutes ces corrélations. Il existe des méthodes graphiques qui permettent d'y voir un peu plus clair. Une de ces méthodes graphiques est proposée par la fonction corplot de la librairie corplot. Nous obtenons ainsi un schéma où chaque corrélation de la matrice de corrélation est représentée par un cercle, un disque, dont la couleur et la taille est directement liée à la corrélation représentée. Nous avons à droite les couleurs correspondant à chaque corrélation, et nous voyons de la sorte que pour l'ensemble de ces 8 variables, les corrélations les plus saillantes sont entre l'âge et le nombre d'enfants, entre le diagnostic de schizophrénie, de dépression et le score de gravité, et entre la variable évitement du danger et le diagnostic de dépression et le score de gravité. Alors bien sûr, tout cela est assez approximatif, mais ça donne un panorama global sur les corrélations saillantes au sein de notre liste de variables. Il existe d'autres techniques de ce type, certaines sont plus sophistiquées et nous les verrons dans les cours suivants. Pour finir, je vous propose maintenant de refaire par vous-même les quelques calculs que nous avons faits pendant cette séance.